On parle beaucoup de bienveillance et cependant, des fois, on se dit, est-ce qu'on n'a pas l'impression de leur vendre un petit peu, excusez-moi l'expression, du bullshit? En fait, le but, je pense qu'on a aussi peut-être besoin de transparence dont vous en parliez, mais je pense d'honnêteté. Moi, ce que je vois, c'est une forme peut-être de repli sur soi, un peu de résignation où on se dit, de toute façon, une transformation va en chasser une autre. C'est des personnes qui vont devenir simplement professionnelles. C'est-à-dire qu'on va avoir un émiettement de la décision. Personne ne va se sentir vraiment responsable. Le risque que je peux voir dans ces transformations, c'est qu'il y ait de plus en plus des mouvements browniens, avec finalement peu de résultats pour les entreprises. La fatigue, elle vient pas du changement en elle-même auprès des collaborateurs, elle vient plutôt de l'incohérence qu'on a de la mettre en place. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue dans Tenir le Cap. Ici, nous allons parler de transformation réelle, pas de récit lissé, pas de méthode miracle non plus, on parle de gouvernance, on parle d'arbitrage, de responsabilité, et de ce moment où diriger n'est pas d'ajouter des choses, mais choisir clairement ce qu'on ne fera pas ou ce qu'on fera. Aujourd'hui, nous parlons d'un paradoxe. La transformation permanente est devenue un système d'usure. Alors, pas une usure spectaculaire, pas des burn-out ou des démissions en masse, mais c'est plutôt une usure lente, presque invisible. Celle qui s'installe quand les équipes passent le temps à s'adapter plutôt qu'à avancer, et quand les managers deviennent des traducteurs permanents des priorités changeantes. Et à cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Catilina. Bonjour. Bonjour, Vous êtes Alexandre. DRH. Je vous laisse peut-être en quelques mots vous présenter, nous expliquer qui vous êtes. Donc, je suis en effet DRH. Alors, j'ai un parcours de DRH de plus de 30 ans dans différentes organisations, différents secteurs d'activité, dans l'électronique de défense, des systèmes d'information, de la sécurité, du parapétrolier, des groupes français, des groupes étrangers, matriciels principalement. J'ai une formation de sociologue des organisations, ce qui me permet, tout en ayant cette expérience de praticien, d'avoir pris du recul par rapport à ma fonction pour essayer un petit peu d'analyser justement tous ces changements qui s'opèrent, qui se sont opérés, qui continuent de s'opérer au cours de mes 30 ou 40 années d'expérience. Eh ben, en tout cas, ravi de vous accueillir. J'ai eu le plaisir de préparer ce podcast avec vous et ce qui était intéressant, c'était de savoir quels étaient justement les sujets qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui et quel message on avait envie de faire passer aux dirigeants. Et en fait, la question n'est plus aujourd'hui comment faire accepter le changement. La question devient comment transformer sans abîmer. On vient de le dire, la transformation devient maintenant récurrente dans les entreprises. On se succède au sein de la vie d'une entreprise. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut ne pas abîmer, en tout cas l'outil de travail que nous pouvons avoir, tout en menant à bien ces transformations. Comme vous venez de le dire, vous avez piloté plusieurs projets, et de nombreux projets dans différents contextes assez variés. La phrase « on ne résiste pas au changement, on résiste à l'incohérence ». Qu'est-ce que vous observez finalement aujourd'hui ? La plus grande difficulté que l'on a, on est passé d'organisations très très simples il y a très très longtemps où finalement il suffisait du bon sens de dirigeants pour trouver, pour mettre en œuvre la bonne organisation, les bons marchés, mettre une stratégie en place qui soit cohérente. On est passé en définitive à des besoins de trouver du sens. Oui. Mais on s'aperçoit qu'avec cet empilement en fait, de transformations qui se succèdent sans s'interrompre, finalement on est proche du non-sens. En définitive, on passe du sens au non-sens. Et en fait, tout l'enjeu va être de créer justement, de recréer, d'essayer de trouver du sens dans tout ça et d'éviter finalement qu'il y ait un sentiment de submersion de la part des collaborateurs qui vont se sentir perdus. Une transformation, il y a un début en général, on y met des moyens, des ressources, et puis il y a une fin. Or, on s'appperçoit qu'avec cette accélération, on a de plus en plus de difficultés, même les dirigeants d'ailleurs, de voir finalement ces étapes se décomposer. Et c'est ce que l'on va avoir comme principal challenge à adresser en tant que dirigeant. Donc en gros, la fatigue, elle vient pas du changement en elle-même auprès des collaborateurs, elle vient plutôt de l'incohérence qu'on a de la mettre en place. C'est un peu ça, c'est cette forme d'incohérence qui fait qu'on peut avoir, par exemple, des contradictions, ce qu'on va appeler des injonctions paradoxales après d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire ça peut créer des difficultés pour les collaborateurs à les accepter, mais pas simplement les accepter, ça peut aussi leur créer de la charge mentale, et tout ça va leur donner ce fameux sentiment en fait, de perte de sens. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont se désengager, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, dans leur comportement, ils vont réagir différemment que ce que l'on attend en fait, des collaborateurs, puisque en général, quand on veut qu'une transformation réussisse, il faut
embarquer les collaborateurs, il faut partager la vision, donc on a cette difficulté compte tenu de cet empilement de transformation. Si on prenait par exemple un exemple concret, je ne sais pas, on prend une PME ou une grosse ETI, elle lance un nouveau projet de transformation, je ne sais pas, la mise en application par exemple d'un nouvel outil, le discours est clair, l'objectif est fixé, pourtant on sent les équipes fatiguées encore, il y a une sorte de fatigue sourde et lente qu'on entend de leur part, alors peut-être lié au fait que le projet précédent n'est pas encore terminé et qu'on se dit que de toute manière il y en aura encore un suivant qui va arriver. Vous, en tant que DRH et de ce que vous avez pu observer, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui fait qu'on amène à cette situation-là? Alors, on est dans ces situations parce qu'en réalité, lorsqu'on change un système d'information, c'est pas simplement le système d'information, mais c'est tout l'écosystème qui va autour. C'est-à-dire qu'en général, on va se préoccuper aussi des ressources. Donc, dans ce projet, on va se dire, mais tiens, on va changer ce système pour peut-être amener, c'est la promesse, un service supplémentaire, éventuellement aussi des économies. Mais paradoxalement, on va par exemple accroître les exigences, c'est-à-dire peut-être moins de ressources pour réaliser. On va devoir prendre en compte aussi, par exemple, des contraintes en termes de ce qu'on appelle en mauvais français de compliance. Typiquement, si vous mettez en place un SIRH, vous allez devoir distinguer des personnes qui vont, par exemple, mettre les données dans le système et de celles qui vont les contrôler. C'est ce qu'on appelle la ségrégation des tâches. Ça, c'est de la conformité. Donc, évidemment, c'est nécessaire. De la même manière que vous allez avoir besoin d'un système qui va partager des données avec les ERP, etc. etc. Mais en faisant ça, si vous réduisez en même temps les équipes et que dans le même temps, vous lancez un autre projet en parallèle, là, on parle par exemple d'un système de paye, mais si vous lancez un système de GTA en même temps, vous allez stretcher, en mauvais français stretcher, c'est-à-dire étirer vos équipes. Et donc, elles ne vont plus savoir où sera la priorité, leur priorité. Et c'est ça qui va finalement les mettre non pas dans un rôle finalement qui va leur permettre de porter vraiment fondamentalement ce changement, mais plutôt de l'exécuter, d'exécuter ces différents changements. Et est-ce qu'on n'est pas finalement sur un vrai sujet de problématique de gouvernance, en fait, à ce moment-là, ou de l'organisation de la gouvernance, de la manière dont elle est délivrée? Je prends l'exemple, une organisation multiplie ses transformations et dans son organisation, elle va surtout souvent déléguer l'arbitrage ou la mise en application de ces différentes transformations auprès de tierces personnes. On crée parfois des comités pour les gérer. Il y a des rôles, des processus qui sont mis en place pour éviter de trancher. Est-ce que justement, c'est pas cette peur de trancher aussi au niveau de la gouvernance qui peut être un impact? Alors, ça peut être évidemment quelque chose de très, très important. L'avantage d'avoir des comités de gouvernance, c'est qu'on peut avoir différents points de vue. Et ça, c'est vraiment très bien parce que le monde est tellement complexe maintenant que c'est difficile pour un dirigeant d'avoir une vision de lui-même claire. Et pour ça, il doit s'appuyer sur des experts ou même parfois des personnes. C'est pour ça qu'on parle maintenant de parties prenantes qui sont un peu extérieures, mais qui auront ce rôle de candidat qui va être intéressant parce que ces personnes vont challenger justement les décisions, la vision, la stratégie, les ressources mises en place. Mais pour autant, malgré tout, à un moment ou à un autre, on doit avoir quelqu'un qui décide, qui prend la décision d'eux. Et en fait, si on considère que dans ce comité de gouvernance, tout le monde est parti à la décision, ça veut dire qu'on va avoir une forme de dilution de cette décision, un émiettement de la décision. Personne ne va se sentir vraiment responsable. Et ça, on peut l'avoir globalement sur des transformations en profondeur, mais on peut la retrouver également aussi, par exemple, sur des actes simples managériaux comme du recrutement. Quand on voit qu'on va multiplier, par exemple, pour des postes de juniors, des interviews de 5 ou 6 recruteurs, en définitive, tout le monde participe à la décision sans vraiment la prendre en responsabilité. Et c'est ce qui fait qu'on complexifie à la fois le processus. Si je prends l'exemple du recrutement, c'est très simple. Avoir organisé 5 rendez-vous, c'est très compliqué. Puis en même temps, on ne va pas finalement avoir quelqu'un qui va se sentir en charge et qui va dire à un moment, oui, c'est la bonne ressource dont j'ai besoin et je m'engage là-dessus. C'est ça qui fait que cette dissolution de la décision fait qu'on va avoir des transformations qui vont être beaucoup plus compliquées à mener. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre beaucoup de temps pour décider, pour rassembler de l'information, mais on va prendre aussi beaucoup de temps pour savoir celui qui va, en définitive, porter cette décision. Alors, on ne va pas faire un procès d'intention à tous les dirigeants, certains sont capables de le faire, mais on s'aperçoit quand même de plus en plus que parfois ça peut être un prétexte, un moyen assez commode de ne pas assumer cette responsabilité. Qui doit prendre la décision difficile, en fait. C'est ça, exactement. Et alors, vous avez raison de le souligner. Plus la décision est difficile, je pense notamment à des restructurations, et plus on aura évidemment recours à ces comités qui vont permettre justement de faire reposer cette décision sur plusieurs individus.
Selon vous et dans les différentes organisations dans lesquelles vous travaillez, quels sont les signaux en fait qui font qu'on sent que la transformation devient finalement un phénomène d'usure au sein de l'entreprise? Quels sont les premiers signaux qu'on peut détecter? Alors, on parle parfois de quiet quitting, de démission tranquille. Alors, est-ce qu'on peut parler de ça? Moi, je pense que les collaborateurs contribuent. Pourquoi? Pour des raisons très pragmatiques, c'est que de toute façon, ils ont besoin de travailler pour vivre. Bien sûr. Mais simplement, moi, ce que je vois, c'est une forme peut-être de repli sur soi. C'est-à-dire d'être moins moteur, en fait, dans cette transformation, de ne pas la porter, d'agir, d'exécuter, de la mettre en œuvre. Il y a une forme un peu de résignation où on se dit, de toute façon, une transformation va en chasser une autre. Et c'est ça que je vais voir en premier. C'est des personnes qui vont devenir simplement professionnel, j'ai envie de dire. Alors qu'évidemment, ce que tout manager attend d'un collaborateur, c'est qu'au-delà d'être professionnel, il va avoir ce fameux engagement dont on parle assez souvent. Bien sûr. Donc, l'adhésion, vision, adhésion, engagement. Ça, finalement, au gré de ces transformations qui se succèdent à un rythme effréné, on voit qu'on perd un petit peu de ça et on se retrouve avec des exécutants de très bon niveau. Et alors, on est sur des leviers ou en tout cas sur des signaux faibles qui sont très discrets, finalement, on ne les voit pas beaucoup. On parle de désengagement, on parle de silent quitting, on parle de... Comment est-ce que le dirigeant peut en avoir connaissance ou conscience? Et comment est-ce qu'il peut, en tout cas, détecter lui-même ces signaux qui sont peut-être un peu plus bas dans son organigramme? Est-ce qu'il y a une manière pour lui de pouvoir détecter cela? Alors, moi, la première réponse que je ferai à ça, c'est que de toute façon, il peut faire lui-même un peu d'introspection parce qu'on a tous été dirigeants, on a tous porté des transformations et à un moment, on se dit, enfin, soyons clairs, on se dit, mais OK, est-ce qu'elle fait sens, hein? Donc, à partir du moment où elle ne fait pas sens pour nous, on peut se poser la question du sens qu'elle aura pour les autres. Ça ne veut pas dire pour autant que, puisqu'on est dans des systèmes où nous-mêmes, en tant que dirigeants, on va avoir aussi des contrats à rendre et donc, on va avoir aussi des choses à mettre en œuvre. On va pas essayer de porter ce changement. Mais déjà, si on fait un peu d'introspection, on va se dire, OK, est-ce que ce changement, il est vraiment, est-ce que j'y adhère à 100%? Première question. Ensuite, si vraiment on y adhère, il faut s'assurer de l'adhésion des collaborateurs. Donc là, je pense que il faut être quand même proche du terrain, c'est-à-dire qu'au-delà de tous les outils, parce qu'on a aussi tendance à penser que tous les moyens de communication, les mails, les web, les newsletters, etc., permettent en fait de capter ça. Non, c'est de l'information top-down. Alors c'est très bien parce que ça permet d'avoir une information en temps réel qui va être délivrée en temps réel, mais rien ne vaut les capteurs en fait sur place. Et là, il y a deux manières de faire. Enfin, il y a plusieurs manières de faire, mais vous êtes soit un dirigeant de proximité parce que c'est dans votre ADN, et c'est fortement recommandé, soit vous vous appuyez sur votre management parce que vous l'avez embarqué avant les collaborateurs. Et les managers, en fait, il y a un double canal. À la fois, ils sont là pour porter les messages et pour accompagner les collaborateurs, mais ils sont également là aussi pour vous remonter de l'information. Bien sûr. Bon, après, à côté de ça, vous pouvez avoir d'autres canaux un peu plus institutionnels comme les représentants du personnel, etc. Mais déjà, si vous avez ce canal managérial qui est efficace, ça vous permet quand même d'avoir des capteurs du terrain. Et après, à vous de voir ce que vous en faites. Soit vous les écoutez, soit vous considérez que de toute façon... Alors justement, ça génère un point de bascule au moment où le dirigeant prend conscience de cet empilement, de cette usure, de cette fatigue. Au moment où il en prend conscience et qu'il veut agir, qu'est-ce que vous avez pu observer? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'il met en place systématiquement? Ou quelles sont les choses qu'il mettrait en place en premier? Alors, la première des choses, je pense, c'est on parle beaucoup de RPS. Oui. Ça peut être aussi un signal à écouter. Donc, sur les RPS, il y a des dispositifs d'écoute. C'est bien aussi de renforcer le rôle du management. Moi, je crois beaucoup quand même que le manager doit être là. On dit souvent que le manager est le premier RH de son équipe. Moi, j'adhère totalement à ça. Est-ce que tous les managers sont équipés pour le faire? Pas sûr. Donc, je pense que déjà, il y a un travail à faire là-dessus. Donc, l'accompagnement psychologique, soit à travers des cellules d'écoute, soit à travers le renforcement du rôle du manager de proximité. Et puis ensuite, peut-être qu'à un moment ou à un autre aussi, ce sera à lui de faire des arbitrages et de définir des priorités. Parce que dans cette accélération, on a le sentiment que toutes les transformations sont importantes et sont urgentes. Et probablement que ce n'est pas le cas. Oui, il y a une priorisation, j'imagine, à faire. Voilà, et la simple, on peut s'en convaincre assez facilement. Ou quand, par exemple, vous avez un changement fondamental au niveau de l'organisation, par exemple un actionnaire qui change, il y a parfois des changements que vous mettiez en œuvre et on vous les demande de stopper. Ça veut donc dire qu'on a quand même, malgré tout, sur certains changements, cette capacité en tant que décideur à arbitrer et pas forcément à les arrêter, mais peut-être à les mettre en pause, à redéfinir des timelines, des calendriers, pour laisser un peu plus de temps de respiration aux collaborateurs.
Qu'est-ce qu'on peut alors mettre des timelines, structurer un peu l'évolution de cette transformation, peut-être donner des points de vision aussi. Quelles autres choses on peut faire aussi pour accompagner? On a souvent cette question de la part de nos équipes, de la part de candidats aussi qu'on rencontre ou de la part de dirigeants, de se dire comment est-ce que j'arrive à maintenir finalement l'engagement dont on parle des collaborateurs sur la durée quand eux-mêmes ne sont pas forcément enclins à ce changement. C'est-à-dire qu'ils le subissent un petit peu. Il y a des changements qui sont prévus, il y a des changements qui ne sont pas prévus, il y a des transformations, et notamment je peux penser à des situations de croissance externe comme on peut avoir dans certaines entreprises. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider une entreprise à impliquer ses collaborateurs dans cette transformation et dans ce changement pour qu'on puisse arriver à un succès? Bon, déjà, on le disait tout à l'heure, il faut quand même partager la vision. Quel est le bénéfice attendu, en fait, hein? Ça, c'est important. Et je pense que quand on parle de bénéfice, il faut parler à la fois de bénéfices pour l'entreprise d'une manière générale, hein, pour son développement économique, pour son développement commercial, mais aussi le bénéfice pour le collaborateur. Même si, à court terme, il peut y avoir un investissement supplémentaire, parce que souvent, ce que l'on sous-estime, c'est que dans une transformation, dans cette phase en fait de transformation, les collaborateurs vont avoir plus de pression parce qu'ils vont devoir délivrer au quotidien, mais en même temps, ils vont devoir adresser justement cette transformation. Donc, ce qui va être important pour moi, c'est de montrer le bénéfice pour le collaborateur à moyen terme. Alors parfois, vous allez me dire, il y a certaines transformations où le collaborateur n'aura aucun bénéfice. Ce sont en effet les plus compliqués à faire passer. Mais au moins, cette clarification, cette franchise dans le discours, et puis aussi, évidemment, ça signifie que si on considère qu'il n'y a pas de bénéfice pour le collaborateur, il va falloir trouver d'autres solutions. Oui. L'exemple très concret, c'est une restructuration. Typiquement, si on supprime des postes, c'est quand même assez compliqué. Mais il y a tout un accompagnement à faire. Et je pense que cacher des éléments aux collaborateurs, ça n'est pas le responsabiliser. Et quelque part, ça sera préjudiciable à la transformation qui devra de toute façon passer par lui. Donc la première des choses, c'est celle-ci. Après, sur d'autres transformations, pour moi, c'est important de revenir finalement sur des fondamentaux. Une transformation, vous partez d'un point A, vous arrivez à un point B. Oui. Donc ça, il est important quand même, de toute façon, qu'à un moment, quand on arrive au point B, de le marquer. Moi, j'ai mené des transformations, ou j'ai assisté à des transformations où, en définitive, le point A, on le faisait, hein, partage la vision, pourquoi on va le faire, quels sont les bénéfices attendus. Et puis, en fait, comme c'était des transformations qui appelaient d'autres transformations, où, en définitive, il n'y avait jamais de fin, on n'était pas capable d'avoir un marqueur, un rituel qui montrait la réussite. Ce que l'on fait, d'ailleurs, sur des projets opérationnels. Quand on arrive à la fin d'un projet opérationnel, on a un marqueur. Et c'était un moment qui permettait de se dire, c'est bon, on y est. Voilà, on s'était dit des choses. Voilà, on s'était dit des choses et on y est. Et je pense aussi que après, il faut un temps de récupération avant la prochaine transformation, y compris si elle est dans le même domaine. Si on fait l'analogie avec des sportifs, avec de l'athlétisme, avec des courses, que vous couriez un 100 mètres ou un marathon, vous aurez un temps de préparation, vous aurez un point de départ forcément qui sera plus court sur un 100 mètres, enfin une distance plus courte sur un 100 mètres que sur un marathon, mais après ça, après cette distance, une fois que vous l'avez parcouru, il y a une célébration et vous avez un temps de récupération avant le nouveau challenge. Et je pense qu'on ne s'autorise plus en fait ces temps de récupération. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, donc il faut donner une vision, les projeter, donner du sens, qu'ils comprennent l'avantage que ça peut leur apporter quand le cas le permet. On parle beaucoup de bienveillance et cependant, des fois, on se dit... est-ce qu'on n'a pas l'impression de leur vendre un petit peu, excusez-moi l'expression, du bullshit? En fait, le but, je pense qu'on a aussi peut-être besoin de transparence dont vous en parliez, mais je pense d'honnêteté. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire aux collaborateurs, ça va être dur, ça va être compliqué, je vais peut-être pas pouvoir répondre à toutes tes attentes et tu vas peut-être pas pouvoir retrouver ton poste comme tu avais l'habitude de l'avoir dans ton confort. Est-ce qu'aujourd'hui, on manque peut-être pas un petit peu de sincérité finalement et de cohérence? Alors, en tout cas, je ne sais pas si on en manque, mais c'est une qualité indispensable de tout dirigeant, ça c'est clair. Et encore plus lorsque des décisions sont difficiles à faire accepter par les collaborateurs, ça nécessite encore plus. Comme je dis souvent, il est très très facile d'être dirigeant ou manager quand il s'agit de donner des augmentations. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de sanctionner ou de réduire des effectifs. Alors, quand on est DRH, en fait, on vit ça assez fréquemment quand on fait des restructurations parce qu'on doit s'appuyer sur nos propres équipes RH qui elles-mêmes sont impactées par des réductions d'effectifs. Et là, évidemment, on ne peut pas non plus donner toutes ces réponses. Donc, il faut être sincère. Il faut leur dire ce que l'on peut leur dire. Il faut leur dire aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas communiquer, mais qu'on le fera en temps et en heure. Et je pense que déjà, cette forme de sincérité,
restaure une forme de confiance vis-à-vis du dirigeant, parce que je pense qu'on est tous à même de comprendre que parfois il y a parfois des choses qui ne peuvent pas être dites et des choses aussi. Pour l'instant, on est sec, on ne peut pas, on est ignorant soi-même. Et est-ce que le fait de ne pas subir cette transformation pour les collaborateurs, la réponse serait peut-être pas de plus les impliquer peut-être dans cette transformation? Est-ce qu'il n'y a pas justement des rôles ou des choses à créer vis-à-vis des collaborateurs pour les impliquer dans ce changement, dans des projets, dans ceux qui sont mis en place, peut-être mettre des key users, des ambassadeurs? Alors ça, oui, c'est en effet une solution, hein, et beaucoup d'entreprises maintenant ont pris conscience de ça. Avec ces key users qui sont pas simplement, parce que dans la terminologie key user, on a l'impression que ce sont on va dire des utilisateurs un peu experts, mais en fait ils ont aussi ce rôle un peu de médiateur, de facilitateur. Ils vont dire voilà, je suis plus impliqué que vous dans la transformation, et voilà, ce que je vois, c'est que faisant partie de votre équipe, j'en vois des bénéfices peut-être que vous ne voyez pas maintenant, etc. Donc ça, c'est évidemment indispensable. C'est une des idées qui va permettre de faciliter justement l'acceptation en fait du changement. Maintenant, et on revient à ce que l'on disait tout à l'heure, quand vous avez une accumulation, une accélération de ce changement, à un moment ou à un autre, vous allez challenger justement sur l'opportunité, mais on est épuisé, quoi. Est-ce que laissez-nous respirer, ce fameux temps de récupération dont on parlait tout à l'heure. Il faut rester performant en plus au milieu. Exactement. Voilà. On a une question qui nous revient souvent de la part de certaines entreprises et certains candidats, c'est comment est-ce qu'on mesure finalement la capacité d'absorption d'une organisation? Alors, je ne sais pas comment vous pourriez répondre à cette question. Alors ça, c'est assez compliqué. Mais si on part du principe, et c'est peut-être un petit peu aussi ce qui se perd depuis plusieurs années, avant de répondre à votre question, je vais juste brosser le contexte. On a maintenant l'impression que parfois certaines transformations sont des fins en soi. Alors en réalité, la transformation, comme on le disait, c'était pour passer d'un point A à un point B. On entendait quelque chose de l'organisation. Donc il est évident que si vous passez d'un point A à un point B, vous êtes capable, vous le faites pour une raison particulière, et vous partagez ça avec les collaborateurs, et en théorie, vous êtes capable normalement de mesurer à l'arrivée la performance que vous attendiez, le bénéfice que vous attendiez. Tout à fait. Bénéfice, comme je disais tout à l'heure, pour l'entreprise ou pour les collaborateurs. Quand on est encore dans une situation comme ça, c'est assez simple en fait, de démontrer aux collaborateurs que la transformation a amené quelque chose dans l'entreprise, au niveau collectif ou au niveau individuel. Maintenant, comme on a des transformations qui vont se superposer les unes les autres, sachant qu'on peut avoir des transformations d'organisation, d'outils, de systèmes, de processus, dans des organisations qui sont de plus en plus matricielles, c'est extrêmement compliqué de mesurer la performance finalement pour l'entreprise de la transformation. Donc, mesurer la capacité d'absorption à travers la réussite donc la performance finalement de ce changement dans une organisation, c'est compliqué. Donc cette capacité d'absorption, ça va être plutôt finalement à travers le comportement des collaborateurs, où on va se dire, tiens, voilà, est-ce qu'ils ont atteint, alors ça va être un peu dur ce que je veux dire, mais est-ce qu'ils ont atteint le point de rupture ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont encore capables? Est-ce que j'ai beaucoup, par exemple, de burn-out, de RPS? Est-ce que j'ai des levées de boucliers, etc., etc. Alors évidemment, il ne faut pas attendre ce stade-là. Bien sûr. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez dépassé cette capacité d'absorption. Donc, en définitive, c'est tout ce que vous allez mettre en amont. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement des managers, de ces systèmes d'écoute, etc., etc. Tous ces signaux autour des risques psychosociaux, des RPS, des risques psychosociaux, qui vont permettre de dire, voilà, je n'ai pas encore dépassé ce point presque de non-retour, en fait, où mon organisation ne peut plus absorber. Donc en fait, cette capacité d'absorption est finalement plus une notion d'arbitrage qu'une notion finalement de mesure elle-même. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre derrière d'arbitrer les actions et ce qu'on met en place. Si, Ludwig, on revient sur une règle de pilotage pour les dirigeants, donc vous en avez accompagné plusieurs, vous êtes au contact de plusieurs dirigeants, certains, j'espère, nous écoutent en tout cas aujourd'hui. Basé sur ce que vous avez observé dans les organisations qui transforment sans abîmer, quelles seraient-elles? Quels seraient peut-être les premiers leviers que vous pourriez leur donner, en tout cas, ou les premiers conseils que vous pourriez leur donner? Pour transformer sans abîmer, déjà, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que
un manager, un dirigeant doit avoir conscience que probablement sa résilience, c'est un mot qui est à la mode depuis maintenant plusieurs années, est plus importante que celle de ses collaborateurs. Il est capable d'absorber le changement. Il doit être capable aussi, quelque part, de le transformer en quelque chose de compréhensible pour les et d'acceptable pour les collaborateurs. Donc, s'il ne veut pas abîmer, il doit être capable encore une fois, de transformer, pas de transformer parce qu'on emploie trop souvent ce mot, mais d'accompagner en fait le changement. Et dans ce cas-là, de tenir compte finalement des feedbacks et des retours de ses collaborateurs, peut-être pour communiquer différemment, mieux communiquer, passer par des tiers, etc., et d'accepter aussi qu'à un moment ou à un autre, les collaborateurs soit, comme je disais tout à l'heure, au tout début, des exécutants finalement dans le changement. Avoir l'acceptation du changement par les collaborateurs, c'est déjà un bon point. Alors, évidemment, l'adhésion et la promotion. On cherche beaucoup, vous savez, ça c'est hérité du marketing, les NPS, Net Promoter Score, c'est ce qu'on recherche de plus en plus maintenant aussi au niveau RH. Combien on a de promoteurs dans l'entreprise, des promoteurs de la transformation, c'est très, très bien. Mais je pense que ce premier stade de quelqu'un qui va finalement mettre en œuvre de la manière la plus professionnelle cette transformation, c'est déjà ce que doit rechercher le dirigeant, avec l'ambition évidemment d'aller sur des promoteurs. Bien sûr. Donc déjà, auditer, écouter et avoir des remontées et des feedbacks. C'est ça. Ok. C'est ça. On va bientôt arriver à la fin de cet échange. Si vous aviez un dernier mot sur ce sujet-là, moi j'avais une question, c'est que est-ce que vous pensez peut-être qu'on va sortir un peu de cette phase de transformation permanente? Est-ce qu'aujourd'hui, cette phase de transformation permanente, elle est liée à l'activité économique temporaire ou qu'on connaît depuis 2 ans? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on rentre vraiment dans une ère de transformation qui sera de toute manière perpétuelle dans les années à venir? Moi, je pense qu'on est vraiment dans une transformation qui va se poursuivre. Ouais. Le risque que je peux voir dans ces transformations, c'est qu'on ait de plus en plus des mouvements browniens. Vous savez, les mouvements browniens, c'est une grosse dépense d'énergie avec finalement peu de résultats pour les entreprises. Et on aurait intérêt, pour moi, à phaser justement les transformations, à les simplifier, à se poser. Ce fameux comité de gouvernance, il est plutôt là, en fait, pour moi, non pas pour se partager les décisions, mais plutôt pour se poser vraiment la question de l'intérêt de la transformation et de la mesure des bénéfices. Donc je pense que voilà, on risque d'avoir cette accélération exponentielle là, du changement, avec probablement ce fameux mouvement brownien qui va aussi se développer. Et vous savez, on est passé de ce qu'on appelait auparavant d'un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, etc., ambigu, et au fameux monde banni, Brightle qui veut dire fragile. Bon, on a changé d'acronyme, mais finalement, cet acronyme s'applique toujours à l'environnement. Alors qu'en réalité, quand on regarde finalement ce nouveau banni, il pourrait s'appliquer, en fait, ou les effets pourraient s'appliquer aux collaborateurs. En fait, ce changement va fragiliser. Brightle, ça veut dire fragile. Donc, les environnements sont fragiles, ils sont soumis à énormément de pression, ils peuvent craquer. Mais on peut appliquer ça également aux collaborateurs. Donc, pour moi, on aura de plus en plus, et si on veut vraiment que ces changements réussissent, à faire preuve de discernement dans les priorités de ces changements, et aussi à faire preuve de peut-être, je ne veux pas dire de compassion parce que c'est un mot qui est extrêmement fort, mais enfin en tout cas, pourquoi pas, après tout en tant que DRH, on peut avoir ce mot-là, mais enfin en tout cas, on devra de plus en plus prendre en compte justement l'impact de ces transformations sur la santé mentale et psychologique des collaborateurs. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel et de plus en plus important compte tenu de cette accélération dont on parle depuis tout à l'heure. Ok. Pause. On a encore un peu de temps ou pas ? Vous avez beaucoup de temps. On a beaucoup de temps, c'est-à-dire j'ai besoin de... Là, vous avez tourné 27 minutes. Ouais, donc on a... Non, mais si on tient dans les 30-35, c'est bien. Oui, c'est bien. Ok. Je vais aller un peu plus loin peut-être, parce que comme on vient de parler de l'avenir et de comment évoluer, ce que je vous propose, c'est que je vais aller sur le recrutement, en disant qu'est-ce que ça peut faire évoluer aussi dans la méthode qu'on a de recruter. Ça vous va ? Ouais. Je parle pas trop vite ? Bon, très bien. Parfait. On parle tous les deux vite, je crois. Ouais, parce que on m'a déjà dit que je parlais... On parle tous les deux vite. Donc si je comprends bien, en effet, vous pensez, et je vous rejoins assez sur cette analyse du fait que ce système de transformation continue va de toute manière devenir maintenant un peu une règle. On est dans un monde où on va nous demander d'être continuellement agile. Si je recentre un petit peu le sujet sur la partie recrutement, qui est la partie finalement qui m'intéresse aussi, qu'est-ce que ça va faire évoluer
auprès des entreprises dans leur manière de recruter. J'entends par là que jusqu'à présent, je recrutais quelqu'un en CDI. On savait que quand on prenait quelqu'un en CDI, c'est sur un poste durable, avec une fiche de poste, on avait une vraie mission. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout change. Les fiches de poste, telles qu'elles sont au moment où on recrute, peuvent évoluer dans 6 ou 7 mois. Qu'est-ce que ça pourrait changer, justement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à ça? Bien, je pense que les entreprises devront moins recruter sur ce qu'on appelle le track record. Là. Alors, Ouais. ça, en plus, c'est un mal français où on regarde beaucoup l'expérience, le secteur d'activité qui préjuge finalement de la réussite de la personne dans le poste parce qu'on va plutôt lui proposer le même type de poste dans le même secteur d'activité, à plutôt ce qui va montrer, ce qui va démontrer à travers son parcours qu'il a cette capacité d'adaptation. Ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Donc, dans les méthodes de recrutement, ça va être important, finalement, de moins partir du CV comme on le fait. Hein. On a tous fait du recrutement en partant finalement de la chronologie du CV. Et Puis de en faire disant, matcher par rapport à nos attentes. c'est ça, c'est de se dire, mais ok, mais de creuser, d'essayer d'aller voir derrière quelles sont les aptitudes qui ont été démontrées. On n'est pas très bon en France pour faire ça, toujours pas. On l'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Moi, typiquement, j'ai rejoint un groupe du parapétrolier alors que j'avais aucune expérience dans le domaine de l'oil and gas. Je suis persuadé que j'ai eu la confirmation d'ailleurs par ailleurs dans d'autres secteurs d'activité que si ça avait été un groupe français, ça n'aurait pas été le cas. Et donc, on a beaucoup à apprendre et je pense que dans nos méthodes de recrutement en France, on va devoir changer beaucoup de choses. C'est ce type d'aptitude que l'on va rechercher, cette agilité, cette capacité à changer, cette résistance, cette résilience dont je parlais tout à l'heure, cette possibilité aussi d'accepter de naviguer finalement avec un horizon à court terme, un peu naviguer à la lampe de poche, parce que c'est vrai qu'auparavant, on avait des promesses employeurs qui étaient dans 1 an vous serez là, dans 3 ans vous serez ici, dans 5 ans vous serez là, et les collaborateurs recherchaient ça, ils recherchaient cette espèce de dualité d'un intérêt dans le poste immédiat, mais aussi la possibilité de se projeter, même si à tout moment, après, vous pouvez changer d'avis et partir. Maintenant, on va rechercher peut-être dans le futur cette capacité à finalement s'investir dans son job. Si j'ai l'opportunité, je la saisirai, mais moi, en tant qu'employeur, j'aurais peut-être des difficultés. Je peux pas finalement vendre ça, et donc mon collaborateur doit accepter de vivre justement avec cette forme d'incertitude qui crée de l'opportunité pour lui aussi. Parce que est-ce qu'on va pas aller justement vers un monde où, alors là, on parle beaucoup de management de transition, on parle beaucoup de freelancing, parce que forcément, cette demande d'agilité, cette transformation constante change aussi la manière de recruter et change les besoins qu'on peut avoir. Pourtant, on a encore besoin quand même de personnes en CDI. Je pense qu'il faut qu'on staffe quand même encore nos équipes. Comment justement rassurer aussi un petit peu, parce que les gens ne vont pas vouloir tous devenir freelanceurs, ils vont pas tous vouloir devenir indépendants. Est-ce que le CDI est en danger ou pas ? Est-ce que le CDI est en danger ? Alors, en France, du point de vue juridique, non, il y a peu de chance quand même. On a des systèmes qui sont quand même extrêmement bien verrouillés. Mais en revanche, on voit quand même qu'il y a des nouvelles formes d'organisation du travail qui se développent. Vous parliez du management de transition, du freelance, etc. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des garde-fous. Mais je pense que quand on fait du management de transition, c'est une belle manière de démontrer justement son agilité intellectuelle. Le bénéfice pour l'entreprise, c'est aussi qu'on va avoir un collaborateur qui aura des expériences dans différents secteurs d'activité, donc il ne va pas reproduire. Il y aura moins ce risque de consanguinité, en fait, s'il met du même secteur d'activité. Il ne va pas reproduire non plus les méthodes qu'il a mises en œuvre au cours de sa carrière dans la même entreprise, dans le même secteur. Donc, ça peut aussi donner finalement à l'entreprise des opportunités de voir les choses différemment. Une ouverture d'esprit à la fois pour donc les collaborateurs, mais aussi pour l'organisation. Donc, cette nouvelle forme d'organisation du travail, elle se développe déjà. Mais on peut imaginer que les collaborateurs vont rechercher ça, parce que quand on parle aussi de nouvelles formes d'organisation du travail, on peut aussi de plus en plus imaginer un collaborateur qui lui-même va rechercher, admettons, un CDD ou un CDI sur une durée donnée, et puis après, vouloir mener un projet personnel totalement différent. Moi, j'ai eu l'expérience il y a très très longtemps, comme quoi c'est pas nouveau, mais comme on le disait, ça se développe de plus en plus, d'une collaboratrice qui faisait de la voile, et elle aimait bien faire le tour du monde, environ tous les 3 ou 4 ans. Et elle revenait régulièrement, en fait, une fois qu'elle avait fait le tour du monde, qu'elle avait dépensé tout l'argent
qu'elle avait gagné dans l'entreprise revenir, parce qu'elle avait un poste d'ingénieur en développement. Et je trouvais que c'était une bonne formule, parce que l'entreprise, d'ailleurs, était assez éclairée en la matière, puisqu'elle acceptait totalement que la personne parte. Alors, c'était une entreprise qui travaillait en mode projet, donc c'était forcément plus facile à accepter. Mais malgré tout, on peut avoir parfois des blocages culturels, blocages managériaux, qui ne sont pas nécessairement liés à l'entreprise. Donc, ces nouvelles formes d'organisation sont pour moi à la fois une chance pour le collaborateur et une chance pour l'entreprise, à partir du moment où, malgré tout, il y a quand même un cadre un peu législatif qui permet de le faire dans de bonnes conditions. Je pense que les entreprises aussi, pour retenir ou attirer en tout cas des collaborateurs cette fois-ci de manière pérenne, c'est-à-dire en CDI, on a toujours besoin d'avoir un peu ce côté corporate, ce sentiment d'appartenance qu'on peut avoir, cette fierté d'appartenir par rapport à une marque, par rapport à un groupe. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre justement un peu cette notion de fierté, de travailler pour une marque, de travailler pour un groupe, de travailler peut-être pour un secteur, si on a justement ce côté où, oui, j'ai ma liberté, j'ai mon agilité de pouvoir travailler pendant 6 mois, partir pendant 6 mois, j'aime le travail que je fais, mais au final, peu importe où je le fais, tant que je garde ma liberté. Est-ce que ce n'est pas un risque ? Alors, c'est un risque. On serait dans une relation purement transactionnelle. Je donne ma force de travail pendant un temps donné et je suis rétribué en conséquence. Mais cela dit, je ne m'y engage pas. C'est vrai que quand on parle de sentiment d'appartenance, il y a une forme de charge affective que l'on y met, qu'on y ajoute. Il y a de l'émotion. Donc, les entreprises le cultivent. C'est plus facile de le cultiver avec des employés en CDI, bien sûr. Ceci étant, moi, j'ai connu des collaborateurs en CDI qui, en termes de sentiment d'appartenance, ne se reconnaissaient pas du tout dans l'entreprise. Ils y restaient pour des raisons purement utilitaires, ce qu'on peut comprendre, je ne juge pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tous les cas de figure, l'entreprise, elle va devoir construire quelque chose. C'est un peu plus compliqué de le construire avec justement ses salariés un peu, entre guillemets, autostoppeurs de l'entreprise. Mais ceci étant, il y a des choses à inventer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre collaborateur a décidé de faire un break que vous devez totalement perdre contact avec lui. Et au contraire, je pense que le fait justement de continuer à avoir de l'intérêt pour lui durant ces périodes-là montre que, sincèrement, vous l'appréciez. Et typiquement, dans l'exemple que je vous ai donné, cette personne, lorsqu'elle revenait de son tour du monde, elle ne partait pas dans une autre entreprise, elle revenait toujours dans la même. Oui. Donc ça montre bien qu'il y avait quelque chose qui se poursuivait, ce lien affectif qui ne s'arrêtait pas au moment où la personne quittait l'entreprise. En tout cas, merci beaucoup Ludovic pour votre disponibilité et puis pour cet échange qui était inspirant et très intéressant. J'ai passé pour ma part un très bon moment, j'espère que vous aussi. C'était un plaisir partagé, Alexandre. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à très bientôt sur un nouvel épisode de Tenir le Cap. Merci.